va dans le même sens, que tout le monde se respecte et tout le monde peut bénéficier de ce qui est autour de nous, aussi bien le droit, par exemple, il y a le droit du travail, vous avez le droit sur la justice, vous avez le droit aussi de respirer, vous avez le droit de vivre décemment. Et vous avez le droit aussi, par exemple... Bienvenue à toutes et tous, c'est Jonathan, citoyen reporter pour Vécu. On va monter sur le lieu et écouter la suite. Je pense que... Nous, en Faouzi. Je pense qu'avec ce qu'on a vécu depuis 3 ans, vraiment, on peut voir que le droit est entaché. On peut voir qu'on a de plus en plus de restrictions dans ces droits. Voilà, je pense que déjà on en avait pris conscience avant, c'est ce qui nous a fait un peu bouger en tant que militants. Et là, vraiment, je pense que cette dernière année, ouais, je crois que c'est le summum. Malheureusement, on ne sait pas si... on pourrait penser qu'on a vécu le pire, mais on ne sait pas si voilà, l'expérience du passé, de l'histoire, nous dit que y a toujours quelqu'un qui est capable de faire pire. Donc je pense que le droit, c'est déjà de pouvoir le dénoncer et de pouvoir dire non quand on n'est pas d'accord, et après, voilà, de se respecter les uns aux autres. Voilà, en règle générale. Merci Freddy. David, justement, d'une manière un peu régulière, on peut dire j'ai des droits, mais c'est la loi. C'est quoi la différence en fait? Alors, je ne vais pas faire un cours de droit, vous allez vous ennuyer autrement, mais bon, pour répondre à ta question, le droit, comprend en fait toutes les normes, dont la loi fait partie. Hein. Il y a le droit, c'est aussi la Constitution, c'est la loi, c'est les décrets, c'est les circulaires. Quand vous êtes en première année de faculté de droit, on vous apprend qu'il y a une hiérarchie des normes, qui s'appelle la pyramide de Kelsen. Au-dessus de cette pyramide, vous avez la Constitution. Qui comprend alors, la Constitution de 58, vous avez également le préambule de la Constitution de 1946, la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Ça, en fait, c'est ce qu'il y a au-dessus de la pyramide. En dessous, vous avez ce qu'on appelle les conventions internationales. La plus connue étant évidemment l'Union européenne, hein, les conventions européennes, ou les accords bilatéraux entre États, que la France avec d'autres États. En dessous des conventions, vous avez la loi, hein, s'explique que le droit européen est supérieur en fait aux lois nationales. Et en dessous des lois, vous avez des décrets, ça s'appelle des décrets d'application, des décrets tout court. Et en dessous, vous avez les usages, etc. Voilà. Mais quand on dit j'ai le droit, le mot droit, en fait, c'est un mot qui est rentré dans le langage courant et qui comprend toutes ces normes que je viens d'énoncer. Merci pour cet éclaircissement. Foisy, simple citoyen, qui vit en France. Pour toi, est-ce que la France, c'est le pays des droits de... Beaucoup de gens ont pris conscience, ce que j'expliquais sur les premières interventions, le fait que les droits de l'homme, nos droits, ils sont bien limités, ils sont en régression. Donc, c'est vrai que c'est des principes fondamentaux. Et les droits de l'homme, normalement, permettent justement que tout à chacun puisse profiter de ces mêmes droits. Il y a des principes d'égalité pour... ils ont été écrits et normalement ils doivent être appliqués pour éviter d'assouvir une partie des personnes. Ça peut être des gens plus faibles ou que d'autres prennent le dessus sur d'autres. Vous voyez, ça permet de réguler un peu tout. Ça s'appelle un peu d'égalité, quoi. Hein, je dirais, c'est des fondements. D'où le principe des droits. Après ça, une fois que ça a été mis en place, normalement, ça aurait dû être bien, parce que ceux qui sont chargés normalement de les préserver, de les faire appliquer, ceux qui sont au gouvernement, ceux qui sont des représentants de ces droits, souvent on a entendu les représentants de l'ordre, tout. Ils doivent être les garants de ceux qui eux-mêmes les appliquent, sont exemplaires et le font appliquer. Et on peut voir que y a un détournement de nos droits de l'homme. Et en fin de compte, normalement,
la proclamation des droits de l'homme, elles sont larges. On en a évoqué quelques-uns tout à l'heure. Mais il y a plusieurs droits, dont le droit politique, le droit commun. Il y a énormément de choses dans le droit. Mais c'est ça qui fait que on a des bases de fondement, de direction, d'orientation et de vie commune. Et la base des droits de l'homme, c'est égalité, liberté et fraternité. Voilà, ça c'est... mais il faut que chaque mot, il reprenne son sens. Parce qu'on a pu voir que lorsqu'on commence à être normalement opposé aux gens qui sont censés normalement le faire appliquer, du coup, ils enfreignent les lois eux-mêmes. Alors on pourra développer un petit peu plus tard, mais on verra qu'ils votent même des lois qui contre les lois, qui régressent les lois, qui nous empêchent. En fin de compte, on a du mal à se situer, à savoir, au fond de nous, avec nos valeurs, notre éducation et ce qu'on veut réellement, on est tous capables de dire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Mais c'est vrai que de le poser, c'est comme une charte de bonne conduite, quelque part, les droits de l'homme, c'est ça. C'est un droit commun pour éviter de prendre le dessus sur quelqu'un d'autre qui, à mon avis, à mon sens, sera plus faible. Mais ces mots ont un sens: égalité, liberté et fraternité. Donc, au fil du temps, jusqu'à aujourd'hui, on a pu voir que ça fonctionnait relativement bien. Mais voilà, avec les événements qu'on a vécus, on va essayer de les décrire, on va essayer d'avancer dans ce sens pour dire combien, peut-être dire ce que ça peut représenter. Ouais, on a fait un petit truc, on a fait un petit travail. Donc nous on a dit qu'aujourd'hui ça serait plutôt les droits de l'homme, l'égalité, la fraternité et les libertés. C'était plutôt une vitrine, c'était une façade. Vous voyez, c'est ce qui permet de... ça donne une bonne conscience et ça permet aussi, pour exemple, c'est utile plutôt pour faire la morale sur les autres pays. Vous voyez, ça permet de relever les défauts des autres. Il ferait mieux de regarder, ou ceux qui nous dirigent, de regarder le nombril un petit peu, nous-mêmes. Donc voilà. Surtout qu'ils ne sont pas exempts, eux aussi, de déroger à ces règles et souvent ils demandent aux autres d'appliquer ce que pour eux-mêmes ils s'exemptent. Hein, voilà. Donc liberté, par exemple, pour éviter pour éviter les dictatures, ça c'est pas mal. Voilà, la liberté pour éviter les dictatures. Donc dans une dictature il peut tout y avoir, hein. L'oppression sur l'autre, les prises des biens sur l'autre, à prendre le dessus sur les autres. Ne plus respecter l'autre, enfin c'est un tas de... C'est à mon sens, pour un être humain, voilà, c'est humain, on devrait normalement savoir faire la différence. Ensuite il y a l'égalité, on revient sur ça, des droits pour les humains. Donc l'égalité des droits pour les humains, oui, ce qui nous différencie des animaux, je dirais, hein, c'est qu'on a une conscience, on n'agit pas que par instinct. Parfois on peut agir par instinct. Mais en tant qu'humain, normalement, on a une conscience, la raison doit primer, on doit être capable de faire la différence entre ce qui nous semble juste et injuste, ce qui nous semble bien et pas bien. Voilà, ça c'est l'humain, il doit passer, et on a pu voir que l'humain, je sais pas, on est au temps préhistorique un peu là, hein, depuis 3 ans, avec tout ce qu'on a pu entendre, tout ce qu'on a pu voir, et voilà, sur ça, quoi. L'égalité, des droits pour les humains, donc après, peut-être aussi... l'égalité, ça a été aussi ce que beaucoup sont morts, ce que beaucoup se sont battus, sur quoi on a fondé notre société, c'est-à-dire il y a eu une révolution en France, hein, tout le monde est au courant. C'est pas forcément ceux-là qui l'ont faite qui en ont bénéficié. On sait très bien que les révolutions, c'est souvent ceux qui la font, et c'est souvent d'autres qui en bénéficient parce qu'il y a beaucoup de dommages collatéraux. Et puis c'est long avant de voir le fruit de ce qu'on a semé. Mais c'est surtout aussi quelque chose qui est essentiel, par exemple comme l'abolition des privilèges. Et je pensais que c'était acté, et puis on a pu voir que si on est sorti dans la rue et on les dénonce assez, c'est bien parce que c'est à vomir. C'est à vomir. Vous voyez, l'abolition des privilèges, je sais pas, mais j'ai le sentiment qu'ils se comportent
comme des gens, comme s'ils ne faisaient pas partie de notre société, et en plus ils voudraient nous faire la morale pour nous dicter à nous comment on doit se conduire. Donc voilà, et on voit que les seuls qui triment, qui souffrent, c'est toujours ceux qui leur permettent de continuer, et bien sûr ils font tout pour le continuer. Donc voilà ce qui est intéressant pour l'égalité, donc l'abolition des privilèges, et on les a dénoncés en tant que gilets jaunes. Tous les jours on les subit, tous les jours on aimerait bien que ça change, et je peux vous dire que on y gagnerait tous à ce que vraiment y ait une épuration sur ça qui soit fait, surtout pour les gens qui ont un peu de pouvoir, qui ont un peu d'argent. Faut pas qu'ils pensent que ça leur permet d'acheter leur conscience, enfin voilà un petit peu. Et il y a la fraternité après, donc la fraternité, alors ça part de valeurs chrétiennes au départ. Et ça avait un sens. Et par exemple, on peut citer quelques exemples de fraternité. Donc moi je dirais quand même que depuis 3 ans, on a montré les citoyens de la fraternité. On a retrouvé un vrai sens de fraternité. Et la fraternité aussi dans les droits de l'homme et pour ces valeurs qui est notre pays et sur quoi elle s'appuie, sur les constitutions et tout ça, ça peut être l'exemple pour accueillir par exemple les étrangers. Des étrangers, quelque part, on a tous un droit à vivre et on est tous quelque part au départ étrangers. Quand on voit les États-Unis par exemple qui sont fondés, ça n'existait pas, il y avait les Indiens, il y avait les Amérindiens, mais c'est que des étrangers. Ils ont pourtant fondé une société, mais l'important c'est on a besoin de tout le monde, on a besoin des compétences de tout le monde, on est plus riche avec tout le monde, mais quand il y a eu beaucoup de vagues de succession d'immigration, mais je pense qu'il faut les accueillir dans de bonnes conditions. Et en tant qu'humain, j'ai du mal à accepter que des gens viennent et qu'on les reçoit comme ça, qu'on les considère tels qu'ils sont considérés, souvent pas considérés. Je ne sais pas les gens qui habitent dans des grandes villes, mais dans les grandes villes, on voit souvent des migrants, on voit souvent des gens dehors. Enfin, tout ça, j'estime qu'à un moment donné, dans notre société, avec tout ce qu'il y a aujourd'hui comme système moderne, tous les outils qu'on peut avoir, c'est indécent. Ça me dérange. Et je pense que ça me dérange. Et ce qui me dérange encore le plus, c'est quand je vois des gens qui passent à côté d'eux en toute indifférence. Alors je dis pas ça doit être un combat, mais je crois savoir quand même que c'était une promesse de Macron aussi sur les SDF par exemple. Hein, c'est un truc bête, mais on n'est pas à l'abri d'un accident de vie, on a connu des gens qui étaient bien, et puis un jour un accident de vie, un accident de parcours, une déception, une déprime, plein de choses. Des gens qui étaient bien se retrouvent dehors. Donc voilà. Et je vais repasser là. C'est juste pour finir le 3e thème. Et donc ça peut être des réfugiés politiques ou économiques. Donc c'est important aussi de les prendre en compte, parce que je dis, parfois on a besoin aussi du savoir des autres. Et je pense que c'est important d'échanger les savoirs pour pouvoir évoluer et de les utiliser dans le bon sens. Voilà. Il y a aussi dans la fraternité, la charité. Donc la charité, c'est ce que tout le monde peut donner, tout le monde peut échanger, tout le monde peut avoir comme compassion sur quelqu'un qui est dans le besoin, qui a besoin d'aide à un moment donné. Et je pense que ça nous est tous arrivé dans notre parcours de vie. Des épreuves, il y en a pour tout le monde. Et puis, c'est des principes d'assistance et de secours. Je crois même qu'il y a un article de loi, l'article 11, sur ça. Mais enfin bon, voilà, je pense que pour la fraternité, nous, on leur a donné un bel exemple depuis 2 ans et demi, 3 ans. Et je pense que voilà, c'est des valeurs des droits. Après, il y a tous les travers, bien sûr, de ces 3 parties-là. Merci Foisy. La France, pays des droits. De quel droit peut-on parler? Le droit souverain, il est ultime, il est suprême. Mais à qui profite-t-il en fait quand on parle de la France? On parle de quelle entité? De ceux qui écrivent les droits, de ceux qui les subissent, de ceux qui sont enfermés parce qu'ils veulent faire valoir leurs droits, etc. Donc qu'est-ce que tu en penses, David, là-dessus? Alors, je pense que pour connaître tout ça, il faut se situer dans une perspective historique. Voilà, il faut partir un petit peu de la Révolution, donc de 1789. Après, en fait, la proclamation, la Déclaration des droits de l'homme en août 1789, s'est posé la question de savoir quel régime politique, en fait, on allait choisir.
Ce qui est certain, c'est qu'on ne voulait plus de la monarchie. Hein. Voilà, d'où en fait, comme Fawzi a dit, liberté, on ne veut plus de monarchie, on veut que les gens soient libres. Égalité, les citoyens naissent libres et demeurent égaux en droit. Hein. Donc l'égalité pour tous. Et également la fraternité. Bon, la fraternité, je suis historien, mais je pense que bon, c'est effectivement d'origine chrétienne, hein, c'est un principe de fraternité. Parce que ce qu'il faut savoir à l'époque, c'est que en fait, vous aviez 100% en fait, des Français qui étaient catholiques. Ils voulaient abolir la monarchie, enfin en tout cas la monarchie telle qu'elle existait. Ils ne voulaient pas forcément abattre le roi. Hein. Le roi, en fait, c'est la fille de Varennes, c'est en 1792, de mémoire, c'est 3 ans quand même après 1789. Il n'était pas du tout, l'objet n'était pas du tout en fait l'objet était de réduire les pouvoirs du roi, mais bon, en fait, de le supprimer. Faut bien se rappeler ça. Alors, quel régime politique choisir? À l'époque, vous aviez 2 camps. Vous aviez, en fait, les partisans de la démocratie directe. C'est important, hein, qui existait déjà en Suisse, et dont le représentant le plus connu était Robespierre. Hein, voilà. En fait, lui, la constitution de l'an 1, en fait, prévoyant en fait des assemblées citoyennes, la démocratie directe, etc. À côté, vous aviez en fait ce qu'on appelle les partisans de la démocratie représentative. C'est le régime actuel qu'on vit, c'est-à-dire que le peuple élit ses représentants. Donc là, actuellement, les députés qui sont élus au suffrage universel direct, hein, les législatifs, et les sénateurs qui, eux, sont élus au scrutin universel indirect par les élus, les conseillers municipaux, etc. Donc le choix a été fait, celui de la démocratie représentative. Et en fait, on s'est aperçu qu'au fil du temps, en fin de compte, que cette démocratie représentative était devenue une oligarchie, hein, parce que, comme l'a dit Fawzi, en fait, la révolution de 1789, elle était faite par les paysans, mais elle a été récupérée par les bourgeois, hein, qui ont profité en fait de cette révolte des paysans pour récupérer le pouvoir, parce que le bourgeois était également, disons, en défaveur de la monarchie, ils avaient leurs problèmes, etc. Enfin, on ne va pas rentrer sur vraiment les éléments historiques. Et à chaque révolution, en fait, c'est toujours en fait alors, ça n'a pas été les nobles, évidemment, qui partis dans la monarchie qui ont récupéré le pouvoir, mais c'était la classe en dessous. Les bourgeois, qui à l'époque, on les appelait les bourgeois, mais ils étaient commerçants, etc. Ils vivaient très bien, hein, les bourgeois. Sauf qu'ils n'avaient pas les privilèges qu'avaient les nobles. Donc les bourgeois, Robespierre, hein, qui était avocat, hein, c'était un métier bourgeois, hein, déjà à l'époque, Danton, qui était également avocat. Donc ce sont en fait ces gens-là, en fait, voilà, qui ont récupéré le pouvoir. À l'époque, liberté, égalité, fraternité, ça avait un sens. Il ne faut pas oublier, en fait, ce sont des concepts qui sont apparus en 1789. Donc là, à l'époque, ça avait un vrai sens. Hein. Et en fait, on s'est aperçu du fil du temps que la démocratie représentative est devenue cette oligarchie, hein, qu'on connaît. Alors l'oligarchie politique, et qui s'est en fait accouplée, disons, avec l'oligarchie économique et financière, hein, les multinationales, etc., telles que vous les connaissez. Donc il y a eu un accouplement entre en fait l'oligarchie politique, l'oligarchie en fait économique, qui fait que, en fin de compte, toutes les lois qui sont faites depuis des décennies, même depuis des siècles, en fait, sont faites pour cette oligarchie économique. Et ça, malheureusement, on s'en rend compte un petit peu maintenant. Hein, le peuple, en fait, n'a plus, en fait, voilà, il y a des élections tous les 5 ans. On élit des députés, on élit un président de la République, mais qui ne respecte pas le programme pour lequel on l'a élu. Et pareil pour les députés. Ce qui fait qu'en fin de compte, tous les droits qu'on a eu au fil du temps, au fil des siècles, en fait, sont devenus des droits virtuels. Je suis désolé de le dire, en fait. Quand on lit la Déclaration des droits de l'homme, c'est super beau. Non, mais c'est vrai, c'est un phrasé, c'est une tournure de phrase, c'est d'une superbe littérature juridique qui nous a servi, en fait, pendant des siècles, en fait, à vendre, en fait, le modèle de régime politique, hein, aux dictatures africains, etc., au régime autoritaire dans tout le monde. Mais malheureusement, on se rend compte aujourd'hui, et en fait, c'est des boucles du papier, je suis désolé de le dire, en fait, c'est une libération virtuelle. La preuve en est, en fait, c'est que
pendant le mouvement des Gilets jaunes, je vous rappelle, c'est quand même incroyable. Les Nations Unies, alors que la France est membre du Conseil de sécurité, a condamné 2 fois la France pour ces violences policières. Ça, c'est quand même historique. En février 2019 par les Nations Unies et en mars 2019 par le Parlement européen. Et je peux vous dire que régulièrement la France est condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme. Exemple, concernant les procureurs de la République qui ont l'initiative des poursuites de déférer en fait une personne devant les tribunaux correctionnels. Les procureurs de la République, on sait qu'ils dépendent du pouvoir exécutif. Et la Cour européenne, dans un arrêt de novembre 2010, a condamné la France à ce sujet, en lui indiquant « Mais vos procureurs de la République ne présentent pas les garanties d'indépendance de la justice ». Autre exemple, les prisons, la surpopulation carcérale. La Cour européenne des droits de l'homme, en fait, a condamné maintes fois la France. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'on était content parce qu'on avait nos déclarations des droits de l'homme, on a notre code pénal, notre code civil. On fait des coques à l'international, en tout cas les présidents de la République qui se sont succédés, on fait des coques. Le code civil, c'est pas Napoléon, le code civil a servi d'exemple dans beaucoup de pays d'Europe et même d'Afrique francophone, etc. Aujourd'hui, il n'y a plus à faire les coques. Je crois que malheureusement, qu'Emmanuel Macron, en fait, ça a été le summum. Voilà, c'était le summum parce qu'il a méprisé les gens, donc les gens se sont révoltés. Le mouvement des Gilets jaunes. Et donc la communauté internationale s'est rendu compte qu'en fin de compte, on n'était pas du tout ce pays en fait des droits de l'homme, on n'avait plus à faire la morale aux pays étrangers autour de nous. Mais moi j'ai voulu des chiffres. Le droit existe, le droit virtuel, bien quand il est appliqué, il est instrumentalisé. Durant le cadre du mouvement des jeunes, rendez-vous compte que un an, c'est-à-dire de novembre 2018 à novembre 2019, vous avez eu 10 000 interpellations. 10 000 interpellations. Les Gilets jaunes, même souvent des gens qui n'avaient rien à voir avec les Gilets jaunes, quoi. Sur les Champs-Élysées, par exemple, il y a plein de touristes qui ont été interpellés, alors. Vous ne savez pas ce qui se passait. 10 000 interpellations. Donc ça, c'est les statistiques gouvernementales. Et quand vous regardez, en fait, le nombre de condamnations, parce que quand on interpelle quelqu'un, c'est qu'on le soupçonne d'avoir commis une infraction. Je crois que là-dessus, tout le monde est d'accord. Mais quand vous regardez le résultat, c'est qu'il y a eu 3 000 condamnations. 3 000 condamnations, dont la moitié à peu près à des peines de prison ferme. Mais en fait, ce qui interpelle, c'est le delta entre les 10 000 et les 3 000 condamnations. Ça veut dire que vous avez eu 7 000 interpellations qui ont été des arrestations arbitraires, qui a pas eu de condamnation. Que sont devenus ce delta des 7 000 personnes qui ont été interpellées? Elles n'ont pas été déférées par la justice, elles n'ont pas été condamnées. Et donc, vous vous rendez compte que l'exécutif, en fait, s'est servi du droit, notamment de dispositions du code pénal, notamment participation à un groupement de commettre des violences. Il y avait quelqu'un qui a entré une manif avec un casque, pour se protéger. Allez hop, on l'interpelle. On le place en garde à vue, on le suit. Voilà. Alors, pour quel motif? Participation à un groupement en vue de commettre des violences. Si vous voulez, le droit, il a été complètement instrumentalisé par l'exécutif. Parce qu'il faut savoir que pour placer quelqu'un en garde à vue, il faut le soupçonner d'avoir commis une infraction. Donc, et qui apprécie le soupçon? C'est les policiers. Donc, en fin de compte, vous rentrez avec un casque en manifestation, vous êtes interpellé. Oui, monsieur, on vous interpelle parce qu'on vous soupçonne, en fait, avec votre casque, de vouloir commettre des violences. Donc, garde à vue pendant 24 heures, voire 48 heures, et comme ça, la personne n'a pas pu s'exprimer, n'a pas pu faire cette manifestation. Donc, c'est super grave, en fait. Pour l'avocat que je suis, de se dire, en fait, que sur 10 000 personnes, 7 000 personnes ont été interpellées pour rien. Certaines ont été placées en garde à vue. Ensuite, à l'issue de leur garde à vue, on leur a dit vous n'avez rien fait, on s'est planté. C'est bon, vous rentrez chez vous. C'est quand même grave parce que bon, faut savoir que être en garde à vue, pour ceux qui n'ont pas été, c'est quelque chose. C'est être maltraité souvent par des policiers, voire insulté, souvent par les femmes, être traité de pute, de conne. Ça, c'est pas un mythe. Moi, je suis avocat, donc ça fait plus de 10 ans que je suis avocat. Le fait qu'il y ait des policiers en fait qui insultent les femmes, qui les traitent de pute, qui les traitent de connes, j'ai plein de témoignages en ce sens. Donc c'est pas juste une fois que c'est arrivé, ça arrive constamment. Et notamment c'est arrivé en fait durant le mouvement des jeunes, sans compter des violences policières. Enfin, évidemment, 400 plaintes à l'IGPN en un an, entre novembre 2018 et novembre 2019. Vous avez quoi? Vous avez 4 policiers qui ont été condamnés. Toutes les autres plaintes à l'IGPN, donc la blanchisseuse, comme nous on dit les avocats,
ont été classés sans suite. Donc on est face quand même, je pense, à un tournant en fin de compte, parce que l'exécutif, il n'y a pas que Emmanuel Macron, hein, il y a ses prédécesseurs aussi ils instrumentalisent le droit. Voilà, ils instrumentalisent le droit. Donc à mon sens, voilà, on est aujourd'hui dans un tournant. J'espère ne sera pas vers une dictature, mais instrumentaliser le droit, c'est un signe d'une dictature. C'est ce qu'ils font dans les dictatures. Hein, ils interpellent les gens. Alors ceux qui ont une dictature, on les met 20 ans en prison. Mais là, en fait, on n'est pas trop loin, quoi. Sans compter évidemment l'instrumentalisation de la justice, mais ça c'est encore un autre. Alors justement, ça me fait penser à une question un peu provocante, c'est que ce monde libéral dans lequel nous vivons, est-ce que nous pouvons penser que la déclaration des droits de l'homme n'a plus lieu d'être et qu'il faut vraiment l'abolir aujourd'hui, parce que c'est vers cela où on a l'impression qu'ils veulent nous faire tendre? Ben, il faut voir les choses en face, hein, la réalité. Hein. Elle se dégrade et ses valeurs derrière, elles se dégradent aussi. Donc on parlait de vitrine. Je sais pas, ça peut être comme vous voyez une belle chose dans une vitrine et puis vous rentrez dans le magasin, il n'y a jamais votre taille, il n'y a jamais le produit que vous cherchez, ça vous va pas. Ben oui, parce que au départ c'est bien présenté, mais c'est tout quoi. Donc elle a été bien présentée, elle a été utile un temps et on peut voir qu'elle a les droits de l'homme ont été complètement dégradés, donc égalité, fraternité et liberté, c'est en dégradation complète. À savoir que on a pu voir concernant la liberté, en parlant de lois qui ont été faites ou des décrets qui ont été faits, et ben pour ne pas respecter, pour aller là où ça les arrange, ils ont créé d'autres lois. Donc on a pu voir, nous, pour les manifestations et tout ça, donc ils ont fait la loi anti-casseurs, je ne sais pas si vous vous rappelez, qui limitait aussi des conditions dans lesquelles on pouvait manifester, comment on pouvait se présenter, comment on pouvait s'habiller, ce qu'on avait le droit de faire ou pas faire. On a eu plusieurs lois liberticides, par exemple sur la sécurité globale, par exemple la loi de la sécurité globale, on l'a assez dénoncé, hein, quand on a ce qui justement... la seule parole légitime qu'on pouvait avoir, c'était parfois l'image, et ils se sont empressés de effacer. S'ils avaient une gomme sur les droits, les lois, et ils auraient pu gommer, mais bon, c'était un peu grossier, mais c'est un peu ce qu'ils ont essayé de faire en réinventant une loi pour essayer de nous empêcher. La seule parole crédible qu'on pouvait avoir, c'était par l'image, donc par des photos ou par des vidéos, en prétextant que ça risquait de nuire aux policiers qui devaient garder une certaine protection physique pour éviter d'être embêtés. Ils se sont servis, je crois, d'une agression, hein, d'un meurtre qu'il a pu y avoir de policiers. Et il y avait l'assassinat de Paty aussi, le professeur dans l'éducation. Et du coup, ils ont appuyé sur ça pour se servir du sentiment global de la frustration de ce qui était arrivé, de sentiment d'injustice qui avait pu arriver à cette personne, pour essayer de l'appuyer, pour dire que c'était aussi important de la faire valider pour les policiers. En fin de compte, c'était pas plus, pas moins que pour camoufler la dernière chose qui nous permettait de faire valoir nos droits, faire valoir la vérité, parce que comme vous le savez, un policier il est assermenté, souvent ceux qui les font appliquer, ça, ils rentrent dans un système et sont souvent à l'abri de ça, et se mettent à l'abri de ça, et on a pu aussi dénoncer au fil des manifestations et du temps des inégalités, mais des inégalités, c'est pas que social, aussi des inégalités sur la justice. Et les premiers à en souffrir, bah, ça a été nous, et le vrai problème, ça a été, par exemple, ces lois liberticides qui ont été mises en place de façon à dissuader les gens de contester les décisions qui ont été prises, les décisions politiques, c'est-à-dire que, comme si qu'on muselait la parole. La liberté, c'est aussi la liberté de s'exprimer, mais c'est aussi la liberté de pouvoir manifester, de pouvoir se déplacer, de pouvoir évoluer, de pouvoir simplement... Ce pouvoir-là, c'est à mon sens essentiel. Et ils ont trouvé des arguments pour dissuader les gens. On a pu voir que depuis 3 ans, ou depuis le quinquennat de Emmanuel Macron,
une diminution de nos libertés. Voilà. Donc, je pense que ça, c'est des bons exemples. Donc justement, comme la parole, on ne la muselle pas ici, en fait, voilà, on ouvre les questions à l'Assemblée citoyenne devant nous. Si vous avez des questions, des remarques. Alors, comme il n'y a pas de questions pour l'instant, moi je vais rebondir sur ce qu'a dit Fauzi. C'est vrai que depuis en fait une décennie, on assiste en fait à des lois liberticides. La dernière en date qu'ils ont essayé de nous faire passer, c'est la loi sécurité globale. Alors, ça a été censuré par le Conseil constitutionnel, mais de toute façon, le gouvernement va réécrire l'article 24 de manière à le faire passer. Mais c'est quand même révélateur de l'immoralité en fait d'un pouvoir politique. Il sait en fin de compte, parce que moi je suis avocat et puis on sait que quand même, a dit Fauzi, quand vous avez une violence en fait policière, on accuse quelqu'un en fait d'avoir commis une violence policière ou un outrage sur un agent, sur un fonctionnaire de police, bah de toute façon c'est souvent la parole, c'est quasiment systématique, la parole du policier qui va prévaloir, hein, parce qu'on considère qu'il est assermenté. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va se mettre d'accord avec 2-3 collègues pour qu'il y ait deux en fait témoignages à charge contre le manifestant qui est accusé d'outrage ou de violence, et puis on lui réclamera également des dommages et intérêts parce que moi policier voilà, je suis victime. Et en fait, grâce aux vidéos, nous avocats, on a pu obtenir beaucoup de relax. C'est-à-dire que vous aviez des policiers qui avaient commis des faits en écriture publique, hein, donc qui étaient coupables d'infraction. Non, c'est un fait en écriture publique. Dès lors que vous avez en fait les témoignages des policiers qui sont contredits, par des vidéos, ça veut dire que les policiers ont fait des faux. Voilà, des faux en écriture publique. Et là où vraiment on a un pouvoir politique qui est complètement immoral, c'est qu'ils ont, pour éviter ça justement, ils ont essayé de faire passer en fait l'article 24 de la loi sécurité globale qui interdisait en fait à toute personne, hein, même aux journalistes, hein, c'est quand même incroyable. Alors on vous interdit pas de filmer, mais on vous interdit de diffuser. Ce qui est stupide en soi, parce que la plupart des liveurs ou la plupart des journalistes indépendants, même des journalistes mainstream, faisaient du direct. Voilà. Interdit par tout support, hein, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas que le portable ou la caméra, mais il y avait aussi la photo, hein. Voilà. De tout support qui pourrait porter atteinte à l'intégrité psychique, alors physique ou psychique, du policier. Étant entendu que c'est évidemment au propre police, c'est la police qui apprécie en fait si vous aviez commis cette infraction en le filmant. Donc c'est pour vous dire en fait l'immoralité en fait de ce pouvoir politique, du pouvoir en fait actuel, qui sait très bien que les policiers commettent des violences, mais tout va bien, mesdames et messieurs les citoyens, on supprime le fait de les filmer, de les photographier, comme ça il n'y a pas de policiers violents. C'est quand même assez incroyable ce type d'initiative de la part d'un pouvoir politique. Après c'est pareil. Bon, comment on va faire pour que les gens n'aillent pas manifester ou éviter ce qu'ils appellent les manifestations sauvages? Ben, on va amender les gens, voilà. On va amender les gens puisqu'on est dans une société qui est complètement matérialiste. Donc on va se dire, moi si j'amende les gens, bah, de toute façon ça va toucher leur portefeuille, donc ils vont plus aller manifester, ou ils vont plus faire des manifestations sauvages. Alors toujours évidemment à l'appréciation de la police, hein. Voilà, c'est toujours pareil. Vous avez des gens, par exemple, qui manifestaient à un endroit plus ou moins autorisé, et quand ils recevaient l'amende, la rue avait changé. Voilà, la rue avait changé de nom, et ils se retrouvaient en fait dans un secteur non autorisé. Non, mais pour vous dire en fait l'immoralité du pouvoir politique. Alors le problème, c'est que nous, on n'a rien contre la police. Moi, je n'ai rien contre la police. Mais le problème, c'est qu'avec le mouvement des Gilets jaunes, il n'y a pas que le mouvement des Gilets jaunes, hein, vous avez les autres manifestations contre la réforme des retraites, pardon, c'est un peu pareil. Hein. Excusez-moi le lapsus, mais en fin de compte, c'est ça. Voilà. Contre la réforme des retraites, voilà, enfin, il y a eu pas mal de manifestations, la manifestation climat, etc.
mais ils ont continué en fait. On se disait, mais alors au début on pensait que c'était dans les banlieues, hein, vous savez, dans les quartiers populaires, les flashballs, etc. Après, en fait, ça s'est généralisé avec le mouvement des Gilets jaunes, qui venait pas, en tout cas forcément des quartiers populaires, hein, qui étaient disparates en termes de couche sociale. Et après, ça, voilà, c'était à l'encontre des syndicalistes. Hein, beaucoup de syndicalistes ont eu des interpellations préventives. Et voilà, maintenant c'est devenu en fait un système carrément généralisé. Et les politiques, non, aucune. Vous vous rendez compte que quand même, durant le mouvement des jeunes, il y a eu 30 éborgnés. 30 personnes éborgnées. Aucun n'avait commis une infraction. Hein, ça veut dire que le policier qui a éborgné le manifestant n'était pas en légitime défense, il n'était pas attaqué par la personne qui l'a ensuite éborgné. Vous n'avez eu aucune excuse, c'est quand même aucune excuse d'Emmanuel Macron ou d'un ministre, aucune excuse. Et aujourd'hui, c'est toujours pareil, pas d'excuse. Donc pour vous dire, en fait, je pense qu'on est quand même, et je crois que tout le monde l'a senti, autrement il y aura plus le mouvement des jeunes, on sent un fin de cycle, pour eux en tout cas. Voilà. On est à l'aube de quelque chose de nouveau. Ça va prendre du temps. Hein, ça va prendre du temps. Par exemple, on a fêté l'anniversaire des 150 ans de la commune. Alors, ils ont été en 2 mois, ils ont tous été fusillés. Enfin, je crois qu'il y a eu 150 fusillés. Enfin, c'était un bain de sang, quoi. Mais 4 ans après, bah, il y a eu la Troisième République. Vous voyez, 4 ans après. Et ce qui est amusant dans l'affaire, c'est que les communards étaient pour le principe de laïcité. Voilà, ils étaient pour la ligne. Alors, ils n'étaient pas forcément anticlérical, hein. Après, c'est la gauche qui essaie de faire croire. Voilà. Mais pour vous dire, en fin de compte, vous avez un temps de la révolte qui fait mal. Maintenant, on a eu des milliers de blessés, d'étrangers éborgnés. Mais après, il y a un temps, en fait, qui vient répondre aux revendications des personnes qui étaient sorties dans la rue. Faut attendre 4, 5 ans. J'espère pas plus, mais en tout cas, voilà. Tout ça pour vous dire que je sais que certains, en tout cas des Gilets jaunes, ont été découragés. Oui, tu te rends compte, j'ai manifesté 2 ans et demi ou 3 ans pour rien, mais il n'y a rien en fait, il nous a rien donné, Macron. Non, il ne faut pas réagir comme ça, il faut laisser le temps au temps. Laisser le temps au temps. Si vous voulez, les Gilets jaunes, en fait, étaient des citoyens bien élevés. Hein. Ils n'ont pas été jusqu'au bout de leur action en novembre 2018. Ils n'ont pas fait le coup d'État. Ils n'ont pas fait un coup d'État. Ils auraient pu peut-être. Ils n'ont pas fait. Ils ne sont pas rentrés à l'Élysée. Ils n'ont pas fait le coup d'État. Voilà. Mais pourquoi? C'est parce que c'était des citoyens exemplaires. Vous savez, la plupart en fait des manifestants de Gilets jaunes que j'ai défendus à travers toute la France, c'était des gens qui n'avaient pas de casier judiciaire. C'était des gens qui étaient exemplaires. Vous voyez? Des primo voilà. C'était des primo et même souvent des primo manifestants. C'était des gens exemplaires qui le sont toujours d'ailleurs. Mais pour vous dire en fin de compte que ce n'étaient pas des activistes. Si ça a été vraiment, s'ils avaient été des activistes, des vrais rebelles, ils auraient fait le coup d'État à l'Élysée. Ils seraient rentrés à l'Élysée. Mais parce que c'est des citoyens exemplaires, parce que c'est des citoyens en fait qui sont honnêtes, qui se conforment en fait à la règle républicaine, ils n'ont fait que manifester. Donc voilà. Donc c'est sûr qu'il faut être patient. Soyez patient. Toute l'histoire de France a démontré que de toute façon, 1789, il y a eu la Révolution. 4-5 ans après, voilà. Vous avez eu Danton, vous avez eu Robespierre, en tout cas, bon après c'était un bain de sang, il y a eu la terreur, mais bon, peu importe. C'était une autre époque. Mais en tout cas, les choses ont changé. Vous voyez, pareil, comme je vous ai dit, la commune 1871, voilà, 75, Troisième République, mai 68. Alors mai 68, ça a porté ses fruits. 5 ans après, en fait, vous aviez, je crois, alors c'est peut-être légèrement avant, vous avez vu les accords de Grenelle qui ont mis en place des institutions représentatives du personnel en fait dans les entreprises qui ont aussi, je crois, alors non, le SMIC c'est 1950, c'est avant, mais en tout cas qui ont, je crois qu'il y a eu des augmentations de salaire. Vous voyez, mais bon voilà, faut être patient, mais ça portera ses fruits. Merci. Pense-t-on, en fait, donc je pense qu'il faut rester optimiste et effectivement toujours être engagé dans le bon sens du terme. Qu'est-ce que le droit en fait va nous apporter finalement de bien, quoi. Je pense qu'il faut rester optimiste là-dedans et pas essayer de nous séparer et de nous justement nous éloigner les uns des autres, parce que le droit est là pour nous aider, mais il faut aussi s'en servir. Voilà. Et pour ça, je pense qu'il faut que chacun travaille un petit peu là-dessus. Il faut qu'on s'approprie chacun notre droit, etc. Parce que personne n'est au-dessus de cela. Donc
travaillez un petit peu cela, renseignez-vous, échangez avec les gens, et je pense qu'avec l'expérience de chacun, vous verrez, je pense que voilà, l'expérience des Gilets jaunes a été très très éprouvante, mais je pense qu'il va falloir en tirer quelque chose de très positif là-dedans. Effectivement, quand les Français veulent s'engager, ça peut faire bouger les choses. Vas-y, par rapport à ça, tu penses qu'on va vraiment jusqu'à un déclin des libertés ou pas? Est-ce que tu restes optimiste là-dessus? Je pense que tout le monde a tiré profit de l'expérience qu'il a vécue. Et je pense aussi que c'est pas un mal pour un bien quelque part, parce que j'ai trouvé que vous, ou nous, ou moi, on a appris beaucoup. On s'est autodiscipliné à vouloir chercher des solutions et à se renseigner, à apprendre, à essayer de s'informer dans différents domaines. Et on avait laissé cette place aux autres. On est un peu responsable de ce qui nous arrive parce qu'on a toujours pensé que les autres allaient le faire pour nous. Force est de constater qu'ils font à leur façon et pas comme nous on le veut. Et puis l'humain, le mauvais humain ressort, c'est-à-dire qu'il cherche à profiter de nous. Donc voilà. Donc je pense qu'on a beaucoup appris et puis beaucoup de gens se sont autodisciplinés à dire il faut que je me renseigne, il faut que j'écoute. Il faut que j'apprenne la Constitution, il faut que j'apprenne les lois, il faut que je me renseigne sur tel ou tel sujet parce que quand on est impliqué dans quelque chose et que ça nous intéresse, c'est plus facile de le faire. Et on était tous concernés. Alors c'est sûr on aurait pu être beaucoup plus. Je pense qu'on était très nombreux au début. Pour revenir sur l'Élysée, ça sera à refaire aujourd'hui, je le ferai peut-être un peu différemment, je crois que je rentrerai dans l'Élysée, je te le dis. Mais on apprend aussi de ça. On était un peu gentils, on était bien éduqués, on avait des valeurs. Mais je crois qu'en face, il y a longtemps que leurs valeurs, c'était pas les mêmes, quoi. Et puis même, c'est important. C'est important ce qu'on a fait. Alors, vous le voyez peut-être pas aujourd'hui le résultat, mais moi je le vois dans la prise de conscience collective. Et vous n'avez pas un quart d'heure, 5 minutes, sans qu'on parle de nous à la télé. C'est pour ça que les gens qui ont vécu, qui veulent changer les choses, il faut le faire encore à chaud pour éviter qu'ils le racontent à leur façon et qu'ils déforment ce qu'on a voulu. Et qu'ils se l'approprient en même temps en le déformant et en nous imposant d'autres choses, pas réellement ce pourquoi on s'est battu. Et je pense que pendant longtemps on a dit faut pas aller en politique parce que sinon on rentre dans le système, faut pas rentrer dans leur jeu, oui effectivement, faut changer les choses, oui effectivement. Mais on ne va pas continuer à tendre la joue et à se faire taper dessus. Hein. On a essayé une façon, on a pu voir toutes les souffrances autour de ce combat, toutes les injustices, mais il y a celle aussi de notre quotidien, la société, quand on parlait de... Vous avez entendu parler du résultat, la police elle est violente. Je crois que notre société elle est devenue un peu violente. Bon, on ne va pas rentrer dans tous les facteurs qui la rendent violente, mais surtout, on a un état violent. Et la violence, c'est notre quotidien aussi. Et on peut le voir à travers notre vie de tous les jours. Ça prend plusieurs formes. C'est pas qu'une violence physique, mais ça a des conséquences sur le physique, sur le mental, sur la psychologie, sur beaucoup de choses, sur les gens qui nous entourent, sur notre façon de vivre, c'est notre quotidien. Et je décrirais que la partie des droits de l'homme, il y avait liberté, égalité, fraternité. Pour l'égalité, on a pu voir les inégalités qu'il y avait. Et on le voit au quotidien, par exemple, tout ce qui est le mode éducatif dans les écoles. Je vous donne un exemple. Par exemple, moi j'habite le 93 et les gens du 93 sont obligés en fac d'aller dans le 93. On n'a pas tous les moyens d'aller en école privée. Et le jour où ils vont en fac, ils restent dans le 93, ils n'ont pas accès à Paris. Pourquoi ils n'ont pas accès à Paris? Pourquoi? Parce que c'est comme ça, c'est fait comme ça. Donc c'est une inégalité, parce que moi j'aimerais bien que des enfants qui ont des capacités puissent intégrer les grandes écoles, comme la Sorbonne ou ailleurs. Eh ben non, ça leur est fermé. Voilà, tout simplement. Donc ça c'est une forme d'inégalité. Puis on peut voir aussi le niveau d'enseignement, le niveau des professeurs. On peut voir aussi, voilà, il y a plein d'inégalités. Donc ça peut être aussi des inégalités sur les classes sociales. On a pu tous le vivre. Par exemple, moi j'habite un quartier prioritaire. Quelqu'un qui habite un petit village ou qui habite
qui habitent en ville, par exemple dans le 16e, hein, c'est un exemple, je prends le 16e juste pour caricaturer un peu. Bon, bah, c'est pas le même traitement, c'est pas le même. Si par exemple je fais un CV ou quelque chose, on va voir tout de suite la différence, on va peut-être pas me prendre. J'aurai pas accès à la culture de la même façon, au transport de la même façon. Enfin voilà, il y a plein d'inégalités, des inégalités aussi d'origine, selon que vous êtes issu de l'immigration ou d'une ethnie. Selon le fait que simplement, bon, tout le monde n'est pas responsable, par exemple, que ses parents parlent qu'une langue, mais les enfants ont accès à l'éducation, à l'école, et parfois c'est compliqué pour eux aussi de se remettre à niveau et d'essayer de se construire un avenir. Vous avez aussi, j'ai parlé des lieux d'habitation, il y a des lieux fermés pour certaines personnes parce qu'on regarde beaucoup de critères et qui sont discriminatifs. On peut voir aussi la différence entre un ouvrier et un cadre. Aussi bien pour son quotidien, pour ses revenus, pour la considération que les autres vont lui porter. On peut voir que notre société, c'est beaucoup une société d'apparat, d'apparence. On se fie beaucoup à ce qu'on voit d'une personne. Mais par exemple, une personne bien habillée, en costume, qui est polie, on va se dire, mais c'est quelqu'un de bien peut-être. Alors que il est peut-être pas propre, quoi. C'est tout bête, mais c'est juste pour bien faire comprendre. Des inégalités aussi femmes et hommes. Bon, ça, on a pu voir beaucoup de mouvements, beaucoup d'évolutions, mais encore beaucoup de difficultés pour arriver à cette égalité. Moi, je tiens à dire quand même que on n'est pas dans un chou. On a tous une maman, on peut avoir des sœurs, on peut avoir des frères, on peut avoir des filles. On est tous concernés. Ça concerne tout le monde. Et des différences aussi, des inégalités aussi salariales. On s'est assez battu pour ça, on l'a assez dénoncé, mais elles persistent, elles durent. Et vu comment le marché du travail va et comment ils entretiennent ça pour nous continuer à nous obliger un petit peu à nous restreindre dans tout et à nous soumettre, je pense qu'on ne va pas dans le bon sens. On a aussi l'accès aux soins. On a pu voir nos personnels soignants. On a pu voir les difficultés pour ceux qui n'ont même pas de quoi se payer une visite médicale, simplement pour aller se faire soigner, qui n'ont pas d'assurance maladie, qui n'ont pas les moyens de se soigner les dents, qui n'ont pas les moyens de voir clair, simplement, le handicap. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses. La pratique aussi, qui est pas mal stigmatisée, qui est utilisée par pas mal de politiques sur plusieurs débats, c'est la possibilité d'expression ou de liberté de pouvoir pratiquer son culte. Ça ne devrait pas rentrer en jeu. Et en plus, je pense que j'avais lu la laïcité, je trouve que c'est pareil, super beau. Hein. Ah, tu lis le texte, je signe, hein. Mais c'est pas du tout le cas. C'est les préjugés, c'est la stigmatisation, parfois on se demande, on se posait la question. Voilà, moi j'ai essayé de comprendre. Je vais prendre un exemple et peut-être que ça va vous parler. On a subi le Covid, on a subi la crise sanitaire. C'est pas le fait de croire ou pas croire en cette maladie ou pas, ou d'accepter. C'est qu'on a en face de nous, on a des gens qui savaient pas tout, et on avait des gens qui étaient des experts, normalement, qui devaient nous renseigner. Et on a pu voir, en termes de communication, comment ils communiquaient différemment. On a pu voir combien ils communiquaient différemment. Et enlevez ce qu'il y a dans la caméra. Ne me tiens pas. Il a raison. Enlevez-le. Je veux que vous enleviez ce qu'il y a dans votre caméra. D'accord. J'arrête. Vraiment, s'il vous plaît. On peut parler tranquillement. Oui, on peut parler tranquillement. Vous avez agressé physiquement mon caméraman. Vous lui avez mis une droite. Ça, c'est pas normal. D'accord? On parle tranquillement. Je vous ai demandé de baisser votre caméra. Et vous continuez à filmer. La violence n'est jamais une solution.
Là, ça, ce que vous faites là, c'est de la violence. Monsieur Lalanne, s'il vous plaît, vraiment. Je n'ai pas mis une droite à votre caméraman. Monsieur Lalanne, vraiment, s'il vous plaît, calmez-vous, s'il vous plaît. Je suis très calme. T'as vu ce qu'il fait, s'il vous plaît, vu ce qu'il est en train de faire? Ça fait une demi-heure sur Serre, avec Richard Boutry. Ça fait viens ici. Enlève les images. Roland, tu viens de suite, là, où on est. Monsieur Lalanne, passez-le devant moi, monsieur Lalanne, s'il vous plaît. Passez-le devant moi. C'est pas possible. Monsieur Lalanne, s'il vous plaît, passez-le devant moi, s'il vous plaît. On n'a absolument rien fait. Passez-le devant moi. Monsieur Lalanne, est-ce qu'on peut se calmer, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut vraiment se calmer? Oui, je me calme. Vous avez frappé mon caméraman? Non, je ne l'ai pas frappé. Il y a plein de témoins. Monsieur Lalanne, c'est inacceptable que vous avez mis une droite à Paul. C'est pas possible. C'était une agression physique. C'est faux. C'est faux. Il y a plein de témoins qui diront le contraire. Donc maintenant, vous effacez les images. Là, moi, mon équipe, elle est plus en sécurité, donc on s'en va. Non, d'abord, vous effacez les images. J'ai effacé les images. S'il vous plaît, Lalanne. Montrez. Montrez d'effacer les images et ça va se calmer de ce coup. Menu. Toi, qu'est-ce que tu fais? Attends, t'inquiète pas, annule l'image. On annule l'image. Est-ce que j'ai pas un problème avec monsieur Lalanne? Montre la séquence. Voilà. Il n'y a plus rien sur l'image. Il n'y a plus rien, pas de clip. Vous avez mon accord? C'est votre parole? T'es sûr? Montre-moi. C'est intolérable. Qu'est-ce qui s'est passé? Demandez-moi à moi ce qui s'est passé. Je vais demander à tous les deux. On va les faire, on va les aider à sortir. Venez, on va les aider à sortir. C'est Quitien. Attends, plus loin. Voilà. Si je ne donne pas du temps pour le moment, j'ai besoin d'un chrono de sécuriser mon équipe et après on va on va vous aider à sortir. On fait partie comme si on était en danger. Excusez-moi. Ça qui est dans une salle seule pour résoudre. Alors, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Stop. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? En fait, pas bienvenue là. Attends, viens là. Non, on s'en va avec mon équipe. Viens avec moi. Jérôme, tu peux t'assurer qu'il a bien effacé les images? Oui. Il a bien effacé les images? Je suis personne, tu peux pas y rentrer. Tu peux pas faire ça. Ouais, c'est cool. Joe. Ouais. Je laisse toi tranquille. Ah ouais, c'est ça. Ah, ça craint, hein? C'est chaud, hein? Joe, on peut arrêter ce qu'on fait. Mais ça, c'est un scoop, hein? Ouais, non, mais d'accord, mais c'est Ok. Quand les gens ils se font taper, c'est pas drôle pour moi. Oui, je sais, mais tu sais comme je fonctionne. Voilà, c'est Quitien qui est... C'était chaud le parc, hein? Non, moi, j'ai pris la droite de Paul ici. Tu vois, ça me gêne. Parce que moi, j'ai vu des choses qui sont extrêmement violentes. Salut Louis. On va parler plus tard. J'ai quitté le lieu. Voilà, c'est Jérôme qui est en fait, c'est Jérôme qui est en train d'occuper le média là. Il fait un mot avec eux. Mais c'est le Quitien qui est pris les images de Lalanne. Lalanne, il a fait en réaction émotionnelle. Et en fait, un peu d'agressivité, des choses comme ça. Après, voilà, c'est le Quitien qui est parti ici de le parc de Liberté. On va le laisser là. Voilà, mais c'est Quitien qui s'est verré, plus tôt, il partit. Hein. Non, tout va bien. Tu peux parler, t'as eu ta barbe? Les gars, je suis désolé, quoi. C'est grave, mais... J'ai juste besoin de Manu, on se voit après. Eh les gars, faites attention. Qui s'est interdit de ça, là? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, rien. En fait, c'était le média qui a pris l'image de Lalanne. Lalanne, il est en réaction
émotionnel et je crois qu'il a commencé d'agresser. C'est quoi la question? C'est le droit d'image. C'est autour de le droit d'image. Ah, c'est parti, ils vont pour mieux revenir. Hein. Non. Si. Ils vont revenir. Ils vont revenir. Jérôme, il va revenir parce qu'il a vu qu'il a attaqué mon caméraman. Écoutez-moi, vous voulez savoir un truc? Le journaliste qui est là, s'il n'existait pas, si ce mec n'existait pas, jamais j'ai d'affaire en justice. Jamais le flic qui se dénonce. Oui, alors il y a du bon et il y a du mauvais. Oui, on est d'accord, ça ne mérite pas de coup dans la gueule. Maintenant il est parti, fin de l'histoire, on a du travail à faire. Ah oui, il y a d'autres journalistes. Il y a du travail à faire. Ah oui, on y va. C'est tout. Moi je retourne de l'action. En fait là je crois que c'était la langue qui est concernée par le droit des images. En fait il a capté des images et peut-être... La langue c'est un personnage public, tonton. Oui, moi j'ai... On est dans un événement public. Exactement. Il y a de la presse. Oui, exactement. En fait voilà, c'est autour de ça. Et voilà, tu as l'agressivité de la part de la langue qu'il est en agressivité. On aime ou on n'aime pas, mais mettre une droite dans la gueule, frère, c'est pas. Ouais, c'est pas trop cool. C'est pas cool, ça donne pas une bonne image. En fait, pas du tout. La voix, la parole, le débat. Tu fermes une gueule avec le débat, pas avec des coups dans la gueule. Quoi. Ouais, c'est chaud, hein. C'est chiant. Qu'est-ce qui a provoqué qu'il est Je sais pas, moi j'ai arrivé à la fin. Voilà, c'est Dr Louis Fouché qui le présentait avec nous aujourd'hui. On va le rencontrer plus tard. Voilà, je veux retourner de la chose parce que voilà. Mais c'était un peu chaud, hein. Francis, est-ce que tu veux expliquer un peu pourquoi c'est arrivé comme ça? Je suis pas violente, mais là, il y a un moment, je peux pas de En fait, si c'est le droit d'image ou... Je lui ai demandé d'arrêter de filmer, il a continué à filmer. Voilà, ok. Je lui ai dit que je ne souhaitais pas figurer dans son émission. Ouais. Il a continué quand même à filmer, je lui ai demandé d'arrêter, il n'a pas voulu. Ouais. J'ai repoussé la caméra, il s'est mis à hurler en disant que j'avais voulu le frapper. Il y a 50 personnes qui peuvent témoigner que je ne l'ai pas frappé. J'ai arrivé à la fin. La stratégie de la presse mainstream, c'est de tout faire pour discréditer ce que nous sommes. Et à un moment donné, on est des êtres humains. Si j'ai pas envie d'être filmé, il n'a pas à me filmer. Oui, il peut respecter ton truc. Ma dignité. Ouais, exactement. Si moi j'ai pas envie qu'il souille, qu'il me souille en me filmant, j'ai le droit de lui dire d'arrêter de me filmer. Et donc je lui ai en plus dit devant la caméra que je souhaitais pas être filmé. Et il a continué. Voilà. Et il a continué. Et là, c'était où que ça énervait trop parce qu'il n'est pas respecté, que tu ne veux pas que son média capte l'image de vous. Oui, parce qu'on sait bien qu'il montait les choses, il fait les choses un peu malsaines. Ouais. Voilà, donc moi, que tu me filmes pour Vécu et pour mon ami Gabin, ça ne pose pas un problème. Mais oui, les Roland. Moi aussi, je vais aller les voir, j'ai porté plainte contre eux. Vas-y. Mais surtout, garde ton calme, Francis. Oui, je suis parce calme. que, voilà, tu sais comment ils sont. Attends, hein. Les Roland revient, ils sont partis, là. Il y a 50 personnes qui sont témoins qui nous ont menti. Je ne l'ai jamais frappé. Je lui ai demandé d'arrêter de me filmer, c'est tout. Je lui ai dit, monsieur, je ne souhaite pas figurer sur les images de votre émission, parce que ce n'est pas une émission qui vient dire du bien de ce que nous faisons, ce n'est pas une émission honnête. Je ne peux pas vous filmer, il m'a posé des questions d'une manière qui était absolument répugnante. Donc j'ai dit, vous arrêtez de me filmer, je ne vous autorise pas à diffuser mes images. Il continue à filmer, l'autre continue à faire son sale job. Donc j'ai dit, maintenant ça suffit. J'ai dit, une fois, deux fois, je me lève. L'autre, il trébuche, le caméraman, il tombe, et après, il essaie de me frapper. J'ai 50 personnes qui peuvent témoigner de ça. Donc je vais porter plainte. Je ne sais même pas s'il va y avoir quelque chose. Normalement, il m'a montré qu'il avait effacé toutes les images, etc. Mais si ça se trouve, c'est bidon. Ce sont des... je ne sais pas, après, ce sont des menteurs. Ça va prouver ce qui s'est passé. Ils vont y passer, j'ai vu là aussi. Ils vont faire un montage et tout ça. Après, il y a d'autres personnes qui ont dû filmer aussi. Tu l'as vu dans les images? Oui, mais après. Non, j'ai arrivé après. Je ne vois pas. On va voir seulement sur le petit live qui est autour. Moi, j'ai arrivé après quand l'agressivité. J'ai capté rien de tout à part d'après. Le caméraman, il est parti. Après, c'est des trucs un peu... Il montait, il fait un doigt. On a récupéré le casque. On est bien d'accord. Je sais pas, mais ils sont là-bas. Voilà. Mais ça serait peut-être bien de contacter la chaîne et le quotidien pour leur dire... Ok, on est bien? Roland. Oui.
Après, moi, je n'étais pas la question, mais je me connais. Oui, après, il y avait des tas de... D'accord, mais quand je te parle, tu me crois pas ces enculés. Non. Crois-moi. Moi, je me souviens de je me crois moi, parce qu'on est des frères d'armes. On s'est battus pour la même cause, on se bat ici pour la même cause. Je te dis pas le contraire. Donc, tu ne défends pas la parole des enculés. Je ne défends pas, je défends personne. Moi, j'ai vu rien, j'ai rien vu. Moi, j'ai juste dit qu'on était des organisateurs, voilà. Mais après, de toute façon, il doit y avoir des films, là, ils vont sortir. Hein. C'est chaud, hein. J'ai pas capturé l'image avant, mais on va voir plus tard. J'ai capturé tout ça. T'es en direct, là? Oui. Ouais. Ça va aller? Bon, mais tu embrasses toute l'équipe pour moi. Merci, hein, c'est noté. Hein. On apprécie que vous êtes là et évidemment, tu annonces la grande chaîne et moi je suis pareil. Hein. Moi j'aime bien ficher eux, mais c'est délicat aujourd'hui, je sais, mais écoute, là c'est calmé, on va retourner dans la tranquillité et continuer notre journée conviviale. En fait, ici aujourd'hui, on a plusieurs médias qui venaient pour filmer. Hein. Ils ont fait son petit montage. En fait, c'était Francis qui l'a demandé, qu'il ne veut pas qu'il filmait. Et il a dit exprès qu'il ne veut pas qu'il filmait et continuer de filmer. Et c'est ça où que ça s'est énervé. À ce moment, c'est parti en couille et voilà. Hein. On verra. C'est chaud, hein? Voilà, en partie en sauvage, là, au niveau de le sujet. Hein. Mais... l'IHU, enfin, les études de rock se sont pointues du jour par le monde entier. Vous savez très bien qu'il reste Raidor, il y a Science Nature qui a montré que c'était un sort d'État. J'espère que t'as autant dénoncé le Lancet Gate et le Neshmo Gate, j'espère. Mais le Lancet Gate, j'en entends moins parler. Justement, je suis très content de la réaction du Lancet qui est rétracté, contrairement à d'autres journalistes. Les journalistes. Alors, c'est bon. C'est calme, hein? Et là, c'est la chaîne quotidienne. Hein? C'est quotidienne? Quotidienne? Quotidien, ouais. Oui, ils ont viré d'un manif quelques semaines avant. Hein, c'était bien médiatisé. Évidemment, le peuple en colère contre le média qui a continué de propager le montage, qui a fait le peur et qui a tronqué le parole de le monde. Merci Francis, on va voir plus tard. Ouais. Voilà, je crois que je vais couper là et on va redémarrer un peu plus tard. T'as Louis Fouchi qui est arrivé pour 14h. Moi, j'aime bien... préparer pour ça. J'ai besoin de charger mon batterie. Oh, Jonathan. Bonjour, ça va? Oh, quel choix. Oh, j'adore. J'adore. Un Américain qui parle français, c'est fabuleux. Oui, c'est pas mal. C'est du sucre. C'est ça. C'est du honey, Jonathan. Ça va, Jonathan? Il n'y a que toi aujourd'hui? Non, moi, pour vécu... Voilà, pour vécu d'eau, oui. Oui, mais voilà, c'est un peu compliqué. Et toi, tu couvres l'Alpes-Maritimes, PACA, la région de PACA, oui, c'est ça? Je fais le littoral. Moi, je découvre ce genre de rencontres, j'ai jamais fait. Hein. Ouais. Mais c'est bien, c'est intéressant. Hein. Il y en a c'est des super combats, intéressant. Hein. En fait, tu as trop de choses à filmer. Ouais, et il se passe des choses. Hein. Et là, je suis... Qu'est-ce que tu viens d'arriver? Non, je suis là depuis hier et je suis au boulot, là. Je suis en direct. Ok, ça marche. Voilà, un gros bisou, à plus tard. C'était une joie. Bisous à Tu restes? l'équipe. Moi, je suis merci. derrière vous, franchement. Vous faites un travail extraordinaire. Merci, j'apprécie. Vous êtes très, très sérieux, très humain. Ouais. Il y a tout ça. Il y a les bons... Nous sommes le vrai. Hein. Il y a un bon petit cocktail. Et c'est nous le vrai pour les humanités. Nous sommes tous dans la même lutte, en gros. J'ai eu le plaisir de discuter avec Gabin, un live, et vraiment, il m'a touché dès le départ, quoi. Et vous êtes autour de lui, dans la même veine, dans le même sillage, vraiment. Oui, on est un noyau de personnes vraiment engagées dans notre média. C'est ça. Beaucoup de monde qui a sacrifié beaucoup de notre vie pour présenter le réel. C'est comme une mission, quoi, en fait. On est en mission, hein. On est là pour... Oui, écoute, moi, j'ai trouvé mon rôle et je fonce. Top, là. À bientôt, Jonathan. Allez, bisous. À bientôt. Bisous. Vous avez regardé tout à l'heure? Vous avez filmé? Non, j'ai arrivé après, quand ils ont fait l'agressivité, et c'est parti. Après, j'ai arrivé à la distance. Juste après. Juste après. J'ai pas capturé le bon image, donc, mais... On ne sait pas ce qui s'est passé.
On va voir sur Quotidienne, c'est eux qui l'ont l'image. Ah oui, ils ont peut-être l'image. Ouais, après on peut contacter eux pour voir, sinon le petit live autour. L'autre personne qui l'a en direct et qui a pris le... Vous pensez qu'il y a un autre qui l'avait en direct, ça? Sûrement, tu as beaucoup de personnes en direct là. J'ai pas trouvé, donc j'ai pas trouvé. Ouais. Si vous voyez quelqu'un qui a filmé, dites-moi, j'aimerais bien retrouver. Et vous êtes avec qui? France Télé. Ok. Ça marche, merci. Hein. Oui, de rien, courage les gars. C'est compliqué hein, pour le mainstream. Ouais, tu as pris plein de gars là, tout le temps. L'autre semaine, j'étais en train de dénoncer BFM d'ici parce que, tu vois, moi j'ai filmé le Total et eux, ils filment comme ils veulent et ils coupent. Et c'est ça qu'on n'est pas d'accord avec. Nous, on veut le Total, pas le montage, pas le dirigeant. Voilà. Ouais, je comprends. Je sais, mais... je peux pas mettre 3 heures à l'antenne, donc je suis obligé de couper un peu, moi. Ah oui, sûrement, mais... de couper un peu, mais je comprends, il faut pas être malhonnête. Il faut pas enlever des... Oui, mais tu sais, avec les médias sur la plateforme, ils ont tronqué beaucoup d'informations et le vrai message, c'était pas apporté. Et c'est ça où le peuple c'est en colère contre le média. Après, c'est pas forcément contre les personnes sur le train, mais vous avez fait ton choix de bosser pour un média qui est corrompu, et ça craint. Et je sais pas rien personnel de vous, mais chaque personne fait ses choix. Hein. Je ne le prends pas de façon personnelle. Oui, non, c'est pas la peine. Moi, je suis humain, je sais, mais on a besoin de dire les choses, sinon on tourne en boucle et voilà. Mais courage, les gars. Ciao. Écoute. Ils ont donné moins de pouvoir aux élus, et en plus, ils leur ont mis des préfets. Et on sait très bien que la gouvernance, depuis près de 3 ans, c'est une gouvernance de la peur. C'est une gouvernance violente, de restriction. Donc je ne comprends pas, pour avoir discuté, on a été reçu à l'Assemblée nationale en tant que gilet jaune. Oui, il est en train de rentrer. On a demandé à on en a rencontré dans les manifestations, il y en a plein qui sont venus à notre rencontre pour essayer de récupérer aussi. Mais ce qu'on a dénoncé, on a appris, mais c'est pas Voilà, c'est Richard, mais il est parlé plus tard. Tu vois, on laisse être tranquille parce qu'il y a beaucoup de monde qui veut parler avec lui. On va faire une interview seul plus tard ce soir. Et on sait pertinemment qu'il est faussé. Donc les gens ont perdu confiance. En plus, il faut voir aussi en même temps l'exemple qu'il donne. Et bien tout ça, tous ces gens se cachent derrière la démocratie, se cachent derrière la Constitution, se cachent derrière les droits de l'homme. Mais en fin de compte, tout est faussé parce que c'est un jeu, c'est comme un jeu d'échecs pour eux, c'est un jeu de manipulation. Donc on peut changer les choses que si on continue comme on l'a fait, là on a dénoncé, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience. Maintenant il faut aller au bout. Mais il ne faut pas faire que du copier-coller. On a pu voir que les manifestations ont servi un temps. On a eu beaucoup de répression. Ça a été comme déclaré, pas déclaré. Bon, on a vu aussi les effets de pas déclaré. Hein, ça ne nous a pas plus protégés. Mais aujourd'hui, je pense que faut passer je dirais la 3e ou la 4e. Mais par contre, il ne faut pas se décourager. Parce que ce qu'on a fait, personne ne pourra l'effacer. Et ce que je me tue à dire à tout le monde, ne pensez pas qu'ils vont s'en sortir. Un jour ou l'autre, ce qu'ils ont fait, personne ne peut l'effacer, donc c'est derrière eux. Et ils vont payer, parce que le jour où ils n'auront plus la main sur tout ce qui les protège aujourd'hui, c'est-à-dire la main sur le pouvoir, croyez-moi, on a pu voir que quand il y a des gens qui sont incriminés, dans ce cas-là, ils s'écartent tous pour essayer d'avoir le pouvoir, pour éviter de prendre. Et bien là, ils vont prendre. Parce que les prochains qui vont arriver, si c'est pas leurs petits copains, ils vont pas se gêner pour le dénoncer. Et dans ce cas-là, ils seront plus protégés. Aujourd'hui, ils arrivent à se protéger par les lois, tout ça. Ils les détournent, ils gagnent du temps. Mais ça va pas durer. C'est pour ça qu'il faut pas vous décourager. Oui, madame. Qu'est-ce que vous pensez de la révolution islandaise? La question. Moi, je ne sais pas. Alors, venez peut-être vous jouer un peu plus. Vous voulez étoffer hein? C'est une révolution ou c'est une démocratie à l'islandaise plutôt? Non, en fait, il y a quelques années, les Islandais, donc en fait, le gouvernement avait des dettes énormes. Voilà, c'est ça. Et donc, tout le monde est sorti dans la rue pendant une dizaine de jours. Tous les soirs,
tout le monde était dans la rue pour protester. Et au bout de 9 jours, le gouvernement entier a démissionné. C'est comme ça que ça s'est passé en fait. Hein. Et il n'y a eu aucune violence. En fait, ça a été une pression maximum pendant 10 jours de suite. Et ça a marché apparemment, puisque non seulement ils ont complètement changé le gouvernement, ils ont changé la constitution, et en plus ils ont annulé la dette qu'ils avaient au niveau de l'Europe. Donc c'est énorme, et les médias n'en ont pas parlé, bien évidemment. Enfin, pas beaucoup, ils en très avaient peu, un peu parlé, ouais, très peu. Mais après, je pense que l'Islande, c'est un petit pays. De liberté. Donc voilà, le faire en France, ça me paraît encore compliqué. Oui, c'est Avignon Nord. Il faudrait vraiment qu'il y ait une masse. On peut s'inspirer. Il faudrait au moins 10 millions de personnes dans la rue, quoi. Voilà, c'est ça. Vous voyez. Et puis bon, c'est pas aussi, on a notre culture, l'Islande a sa culture. Alors bien sûr, on rappelle de tout ce qu'a fait l'Islande, hein, ça, y a aucune difficulté là-dessus, quoi. Mais je crois que pour l'instant, on en est encore très très loin, quoi. Malheureusement. Mais on a fait des choses, hein. Notre révolution islandaise, on se l'est faite en France, hein. C'est tout, hein. On l'a fait. Il y avait du monde dehors, hein, et il y avait une grande majorité de personnes, et de toutes les classes sociales, de toutes les origines. Il y avait tout le monde était dehors. Sauf que ça s'est pas passé pareil, parce que ceux qui étaient au pouvoir, ils ont décidé de le faire autrement. Alors c'était pas le même nombre, aussi, hein. Ah oui, c'était pas le même nombre, mais on va pas refaire l'histoire là. Ou alors on sort tous dehors. Est-ce qu'ils sont prêts à sortir dehors avec ce qu'on a vu? Ça en a dissuadé quelques-uns. Hein. Tous ces gens qui sont mobilisés là, qui se sont impliqués, qui sont là, sont courageux. Je crois pas qu'ils ont. Même moi, je me vois mal en train de. Voilà, faut le dire, hein. Et ils n'ont pas de regrets à avoir. Ils peuvent être fiers, ils sont dignes. Et on est dignes. Parce qu'il y a ceux aussi qui n'ont pas bougé, qui auront peut-être des regrets, mais moi j'en ai pas. Hein. Moi j'ai essayé de faire au mieux, comme tant d'autres. On l'a fait avec nos capacités. L'histoire est toujours différente selon les pays, selon les situations. Et il y a plein de gens qui m'ont dit, qui ont fait un comparatif avec les gens qui étaient contre, par exemple, le fait des acceptations sur les décisions sanitaires. Mais je leur ai dit, ils sont pas sortis dans la rue depuis 2 ans et demi, ils sont pas sortis. Nous, on est sortis, on a lutté, là, on est aussi fatigués. On a des familles, on a beaucoup perdu, beaucoup se sont impliqués. Moi, je tiens quand même à rappeler que sur Paris, je m'en souviens, j'avais déclaré l'acte 9, 10, l'acte 10, on était déjà, pour des gens qui s'étaient mobilisés, il faut leur rendre hommage, on avait comptabilisé déjà pour le mouvement, bon, pas tués directement par les policiers, mais 11 morts. 11 personnes qui avaient décédé pour se battre, pour essayer de changer les choses. Moi, je m'en rappelle, on avait fabriqué des cercueils, juste, et on avait mis leur nom, et on était à Invalides, et on les brandissait. C'était que le 10e samedi, il y avait déjà 11 personnes de décédées pour lutter pour le bien commun. Donc franchement, soyez fiers, moi je vous le dis, hein, parce qu'on est sorti de la léthargie, on est sorti du sommeil. Hein. Il y a 2 ans et demi, quand on a dit stop, c'était le début de quelque chose. Bien sûr, vous ne voyez pas les fruits aujourd'hui. Encore que moi je les vois dans vos consciences et je les vois là. Peut-être que qui aurait rassemblé des gens pour essayer de prendre les choses par eux-mêmes, par vous-même, parce qu'on sait très bien que si on ne le fait pas nous, ils ne le feront pas pour nous. Pas comme on veut en tout cas. Et maintenant on est impliqués, je pense. Et peut-être que il faut ça pour prendre conscience, il faut du temps. Il a dit tout à l'heure, du temps. Il ne faut pas se décourager. En tout cas, tous ceux qui sont mobilisés, au moins ils ont essayé. Et ils peuvent être fiers parce qu'il y a des gens qui n'ont pas bougé et qui attendent toujours que les autres le fassent pour eux. Une dernière question. Voilà l'équipe, je vais quitter là et on va redémarrer vers 16h. Il y a un grand gros bisou à je toutes sais et plus tous. Moi j'aime bien faire les choses, mais j'ai besoin d'occuper le matériel. On va couper là, on va redémarrer Le pouvoir opprime le peuple